Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'épisode 1 de notre AZ900. On continue notre aventure où là, on va vraiment parler de qu'est-ce qu'est le cloud computing et aussi des termes élasticité, euh, agilité, flexibilité, voilà, tout ce que le cloud apporte. On va définir tout ça ensemble. Première étape de notre voyage dans le cloud computing, notre épisode 1 sur Azure. Qu'est-ce que nous allons voir dans cet épisode 1? Et nous allons simplement voir les bases, c'est-à-dire vous allez être capable de décrire le terme cloud computing, décrire les termes suivants, la haute disponibilité, la scalabilité, l'élasticité, l'agilité, la tolérance aux pannes et la reprise d'activité. L'objectif vraiment, c'est que vous soyez capable de décrire ces termes, que vous sachiez à quoi ça correspond au niveau du cloud. Alors, pour commencer, on va commencer tout simplement par le début. Qu'est-ce que le cloud computing? Déjà pour vous donner un overview, le cloud computing aujourd'hui, on l'utilise tous, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. On va l'utiliser quand on va écouter de la musique sur Spotify, Deezer, n'importe quel logiciel de streaming audio va être basé sur le cloud computing. On va l'utiliser quand on va faire de la vidéo, donc quand on va regarder un Netflix, Amazon Prime, on va être basé sur les technologies du cloud computing. La messagerie, avec aujourd'hui par exemple des Exchange Online, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre messagerie est basée sur les technologies du cloud, avec Microsoft 365, Google, etc. Les réseaux sociaux, évidemment, les jeux vidéo, de plus en plus, par exemple, on voit apparaître des choses comme Shadow, qui a été racheté par OVH, je crois, il y a peu de temps, qui permet d'avoir un PC gamer dans le cloud pour pouvoir jouer sans avoir physiquement à la maison une machine à plusieurs milliers d'euros. Les GPS, maintenant on a tous nos GPS sur nos téléphones, on utilise Google Maps par exemple, où les cartes sont streamées, où on utilise les technologies du cloud. Alors, vous le voyez, on l'utilise tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment du stockage, donc du stockage de fichiers, de bases de données, voilà, de tout type de supports qui vont être stockés, comme c'est de la vidéo ou de la base de données. Ça va être de la sauvegarde, ça va être de l'archivage, de la sauvegarde, de l'externalisation de SI, par exemple. On fait aussi maintenant même de la téléphonie sur le cloud. Microsoft Teams le fait très bien. Et il y a plein d'autres solutions qui existent où vous n'avez plus de standard, enfin d'IPBX, de serveur téléphonie dans vos entreprises. Et en fait, tout se passe sur le cloud. De la puissance de calcul, évidemment, la classique machine virtuelle où vous pouvez avoir une machine Linux, Windows directement à travers le cloud. La gestion de parc, de la gestion d'identité, là on va parler de l'Azure AD qui est très connu, de l'intelligence artificielle évidemment, de la reconnaissance de voix, de la reconnaissance de texte, de la reconnaissance d'image. Voilà, c'est tout un panel que nous offre aujourd'hui le cloud computing. Pour vous donner une idée, il y a des choses intéressantes que j'ai trouvées par exemple sur le site de Amazon. Alors voilà, c'est Amazon, c'est pas Azure, mais c'est pas grave, la technologie du cloud computing, là on est vraiment dans une optique de comprendre le cloud. Vous avez une étude de cas de Netflix et l'utilisation d'un service Amazon Kinesis Data Stream de chez Amazon. Pourquoi Netflix a décidé et a choisi d'adopter le cloud computing sur AWS en l'occurrence. Donc c'est intéressant à lire, ça vous permet en fait vraiment de comprendre les avantages qu'en ont tiré Netflix et pourquoi ils sont passés sur le cloud. Vous avez même la diagramme d'architecture et il y en a plein, des études de cas, que ce soit sur Azure, AWS. Donc je vous invite vraiment à aller faire le tour un petit peu du net sur Azure. Vous tapez études de cas, cloud computing, Azure, AWS et vous allez tomber sur de la documentation. Voilà pour le début et pour qu'est-ce que le cloud computing. Donc maintenant qu'on a fait un rapide tour de ce qu'était le cloud computing, donc quels composants, je vais vous parler un petit peu des avantages. Donc on a parlé tout à l'heure dans le sommaire, si vous vous souvenez, de scalabilité. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ça avec un petit schéma. Alors imaginons que vous aviez une machine virtuelle, que vous avez, pardon, une machine virtuelle. Dans cette machine est hébergé un site web. Et là, je vais vous prendre un exemple que j'appelle pour ma part l'effet capital. C'est-à-dire, c'est une startup, par exemple, qui va présenter sur M6, là, vous savez, sur l'émission Capital, qui va présenter son service. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va essayer de se connecter. Sauf que les serveurs derrière sont pas taillés pour accueillir 1 million de personnes ou 1 million de connexions d'un coup. Donc, ça fait tomber le site ou l'application. Alors, pour pallier à ça,
le cloud computing offre cette possibilité de scalabilité. Donc vous allez pouvoir augmenter la taille de la machine virtuelle. Voilà. Et si ce n'est pas suffisant, on va pouvoir aller encore plus gros. Donc, si je prends un exemple, on va dire que ça c'est un CPU par exemple. Celle-ci, elle donne 2 CPU et celle-ci 4 CPU. Alors, ça peut être du CPU, de la RAM, de l'espace disque, voilà. Mais en tout cas, on va faire grossir nos machines en termes de volume, en termes de taille. C'est-à-dire qu'elle va être de plus en plus grosse pour pouvoir absorber une charge. Ça, c'est ce qu'on appelle, alors, je vais le faire en vert, une scalabilité verticale. Alors, retenez bien ce terme, parce qu'en fait, quand on parle de scalabilité, il y a deux termes de scalabilité, il y a la scalabilité verticale et horizontale. Donc là, ce qui se passe, c'est vraiment qu'on va augmenter la taille de la machine. Donc quand on augmente, on parle de scaling up. Et quand on réduit, parce qu'ensuite, l'effet capital se termine, par exemple, voilà, tout le monde a été voir le site, voilà, c'était intéressant, et puis le lendemain ça baisse, et puis le surlendemain ça baisse encore, à partir du moment de la diffusion de l'émission, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un scaling down. Voilà, tout simplement. Donc voilà l'effet, enfin, ce que veut dire scalabilité. Il en existe un deuxième, je vous l'ai dit, il y en a deux. On trace, voilà, cette fois-ci côté horizontal. J'insiste sur les termes parce que c'est comme ça que c'est nommé, et c'est comme ça que ça va être représenté dans les questions ou autres. Là, on ne va pas augmenter la taille de la machine, mais on va multiplier le nombre d'instances. Qu'importe le nombre de la taille de la machine. Si c'est la 2, par exemple, si on a 2 CPU, ben on va multiplier le nombre de machines. Quel est l'intérêt? Pouvoir tenir la charge, mais avec plusieurs instances, au lieu d'augmenter la capacité. Et ça, c'est ce qu'on appelle du scaling horizontal. Et en gros, ici, quand on va réduire le nombre de machines, on appelle ça un scaling in. Et quand on va augmenter le nombre de machines, on appelle ça un scaling out. Tout simplement. Alors désolé, je vais tout faire en anglais, je pense, avec les termes anglais, parce que je vais faire un peu de français, un peu d'anglais, parce que c'est souvent comme ça que vous allez les retrouver dans les configurations et dans les questions de certification. Donc vous avez compris, le scaling c'est pour augmenter les machines, pour tenir la charge. Si on va en vertical, c'est-à-dire qu'on augmente, on grossit la machine, on appelle ça du scaling vertical. Si on augmente, scaling up. Si on descend, scaling down. Si par contre on multiplie le nombre de machines, là c'est de l'horizontal, et là on appelle ça du scaling in ou scaling out, en fonction de si on ajoute ou si on diminue les machines. Maintenant nous allons parler d'un nouveau terme qui est élasticité. Pareil, je vais vous faire un schéma, je vais essayer d'être le plus propre possible, mais en tout cas sous forme de schéma, ça sera clair. Alors, qu'est-ce que c'est l'élasticité? On va déjà créer une ligne comme ça. Cette ligne, elle représente la demande dont vous avez besoin, par exemple un CPU pour faire tourner votre application. Alors, je prends CPU, ça peut être RAM, ça peut être ce que vous voulez. Mais en gros, voilà, plus c'est haut, plus vous avez besoin de CPU pour faire fonctionner, de processeurs pour faire fonctionner votre application ou votre site web. Ici, cette deuxième ligne, ça sera le temps. Time. Tout simplement, je vais prendre l'exemple par exemple d'Amazon. Vous vous doutez bien qu'Amazon n'a pas la même demande de CPU pour faire fonctionner ses serveurs ou son application Amazon euh, pendant les périodes de Noël qu'en plein mois de mars, par exemple. Vous imaginez bien qu'en plein période de Noël, c'est beaucoup plus fort. Donc on pourrait représenter cette courbe comme cela. Donc ça, c'est ce qui est en violet là, c'est ce que votre application a besoin de CPU pour qu'elle fonctionne. Donc, au début d'année, c'est assez calme, et puis peut-être qu'il y a un pic, et ensuite, ça redescend tranquillement. Alors, le temps, ça peut être des mois, ça peut être des semaines, ça peut être des heures. Voilà. Là, je prends l'exemple de mois sur une année. Donc, si vous avez une infrastructure traditionnelle, vous êtes obligé d'avoir autant de CPU, au minimum que ça, je ne sais pas, ça représente 4, je sais rien, je dis des bêtises, mais vous êtes obligé d'en avoir 4 pour, quand vous avez le pic, pouvoir absorber la charge.
Sinon, vous retombez dans l'effet capital que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce qui veut dire que toute cette partie-là, quand elle n'est pas utilisée, elle est perdue. 4 CPU, là vous en utilisez 1 sur 4 par exemple, les 3 ne servent à rien. Donc vous avez payé un gros serveur pour l'utiliser réellement 2 mois dans l'année. Donc là, vous perdez de l'argent parce que tout simplement, vous avez investi beaucoup pour une grande période où il n'y a rien. Et vice-versa, si demain vous aviez, alors je vais plus loin dans ma démarche, vous avez une demande ici qui est au-dessus de ce que vos capacités peuvent absorber, et bien c'est pareil, là par contre, vous perdez des clients qui ne peuvent pas se connecter à votre site. Alors avec le cloud, c'est quoi l'élasticité? Simplement, tout simplement de se dire, on va suivre la demande. Voilà. Quand vous avez une augmentation de la demande, on va augmenter les ressources au plus proche de votre demande pour que, déjà, premier objectif, que votre application peut fonctionner correctement quoi qu'il arrive. Deuxième objectif, évidemment, maîtriser les coûts. C'est-à-dire que quand vous utilisez que 2-3 mois dans l'année vos 6 CPU, on va augmenter pendant ces 2-3 mois et on va redescendre le reste du temps parce que vous n'en avez pas besoin et vous n'en avez pas payé inutilement. Et ça peut être fait de manière manuelle, donc c'est-à-dire un administrateur va définir quand il va augmenter et descendre, ou de manière automatique, en se basant sur des métriques, qui peuvent être le CPU, la RAM, enfin voilà, on ira voir tout ça, mais on peut se baser sur plusieurs choses. Et ensuite, on va choisir de faire soit un scaling up, donc un scaling horizontal ou vertical, c'est-à-dire grossir la taille de la machine, ou augmenter le nombre d'instances pour pouvoir absorber la charge. Voilà ce qu'est l'élasticité. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'agilité du cloud, enfin du terme agilité. Pourquoi on parle d'agilité? Alors, c'est très simple, je vais vous montrer ça avec une droite. On va prendre une étude de cas, enfin un potentiel cas, où vous avez besoin de lancer un produit très très vite sur le marché, ou un nouveau développement qui doit se faire assez rapidement. Malheureusement, les ressources on-premise, donc les ressources informatiques que vous avez, ne permettent pas de pouvoir lancer ce projet et que les développeurs puissent travailler euh, sur les ressources existantes. Donc il va falloir commander du nouveau matériel et installer ces serveurs. Donc j'ai fait ici une droite de temps, et je vais en fait, cette droite de temps représente le temps comme je viens de vous le dire. Donc ici par exemple c'est la semaine 1, ici la semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Pardon, 5. Voilà, donc l'idée c'est de se dire, voilà, vous avez commandé le matériel, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on a toujours une petite semaine de commande, le temps que ça passe en administratif, on va se retrouver avec cette semaine. Donc ici, pour l'instant, on n'a encore rien fait, on a juste commandé le matériel à nos fournisseurs, passer les bons de commande, payer les acomptes, etc., etc. On a entre 1 et 2 semaines de livraison quand tout va bien. Quand tout va bien, parce que nos fournisseurs peuvent aussi avoir des pénuries, surtout en ce moment, quand on a certains composants informatiques qui sont en pénurie, ça peut aller jusqu'à 1 mois de livraison. Donc là, on va dire qu'on a un délai d'entre 1 et 2 semaines. Ensuite, une fois que le matériel est arrivé, il faut l'installer, l'installer et le configurer. Ça veut dire que faut compter 1 semaine ou 2, le temps de trouver les bonnes ressources techniques, d'installer physiquement le matériel, s'il y a encore de la place dans les baies, etc., qu'on a bien tout prévu, qu'on n'a rien oublié, et puis ensuite la configuration du service, si c'est une base de données SQL par exemple, l'installation d'un Windows Server, euh, et l'installation d'un serveur SQL, pour pouvoir enfin seulement la mettre à disposition des développeurs. Donc ça, au bout de la semaine 5. Vous voyez qu'en termes d'agilité, c'est pas super parce qu'on arrive avec un début de projet, on a déjà 5 semaines de temps mort où les développeurs ne pourront pas travailler pour attendre la livraison, la commande et l'installation du matériel. Donc quand on parle de d'agilité pardon, sur le cloud, c'est de se dire en fait, ici, j'ai besoin d'un serveur SQL pour mon développement, et ben je vais sur le portail Azure et je provisionne un serveur SQL en quelques minutes.
en quelques minutes, mes équipes peuvent commencer à travailler. Alors que ce soit un serveur SQL, de la puissance de calcul, voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas du stockage, voilà, ce que vous voulez, mais en tout cas en quelques minutes, voire allez, quelques heures, le temps de l'installer, de lancer, de configurer, si on reprend un peu le même schéma, en quelques heures, vous avez un service qui est prêt. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aussi faire le contraire, revenir en arrière si le développement, alors deux solutions, deux choix, soit le développement prend de l'ampleur, il faut augmenter encore et encore, donc on peut augmenter les ressources, ou alors le développement ne se fait, déroule pas comme prévu et le projet ne se fait pas, on peut arrêter tout simplement nos ressources de même manière en quelques minutes grâce au cloud computing. Voilà la définition du terme agilité. Alors maintenant, nous allons parler de la tolérance aux pannes. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, on imagine, on continue avec nos petits dessins. Un utilisateur, voilà, qui vient sur votre site ou sur votre application, donc qui est hébergé sur le cloud, donc par exemple sur Azure. Alors, ça peut être une application web, ça peut être une VM que vous gérez vous-même, IaaS, on verra sur les termes, hein, je vous les introduis maintenant, on les verra tout à l'heure. Donc une VM où vous avez un serveur web dessus, ou une base de données SQL par exemple, je ne sais pas, où l'utilisateur va aller chercher de la donnée. Et bien en fait, tout ça, les services Azure ou les services cloud en général, ont cette particularité d'avoir de la redondance et de la tolérance aux pannes. C'est-à-dire que votre VM, elle ne va pas être simplement sur un serveur, voilà, donc elle va être là, mais elle va être aussi répliquée sur un deuxième serveur, dans une zone de disponibilité, on verra tout à l'heure dans les prochaines vidéos ce que c'est, dans une zone de disponibilité différente. C'est-à-dire que si le serveur numéro 1 tombe en panne, en fait, sans même vous en rendre compte, et sans que personne s'en rende compte, mis à part Microsoft et vous, l'administrateur, parce que vous allez le savoir, mais en tout cas, vous allez basculer sur un autre serveur, et tout simplement, ça ne se verra pas, tout ça c'est en background côté Microsoft. Donc c'est ce qu'on appelle la tolérance aux pannes. C'est-à-dire que vous avez des SLA, donc des niveaux de service, qui sont indiqués par Microsoft, on ira les voir dans les vidéos, on fera un focus sur les VM par exemple, où ils vous disent voilà, le nombre d'heures maximum de panne ou de maintenance et de temps. Donc ça peut être quelques minutes par mois, quelques heures par mois, mais vous avez une vraie tolérance aux pannes qui est embarquée en fait dans les technologies du cloud computing. Et aussi vous avez donc là la partie, donc ça c'est la partie background Azure, où vraiment c'est eux qui vous configurent cette tolérance aux pannes. Dans le cas où vous souhaitez faire ce qu'on appelle un disaster recovery, donc une reprise d'activité, le cloud vous permet de faire des choses assez intéressantes, tout simplement. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là c'est pareil, vous avez un utilisateur qui va se connecter sur votre site web. Donc je vais mettre une forme de planète. Alors, c'est une planète, je suis désolé, c'est pas très clair, mais c'est une planète. Évidemment, votre site web, il fonctionne pas tout seul, donc il est hébergé sur Azure. Hop. Alors, ça peut être une machine virtuelle avec votre propre serveur Apache ou ce que vous voulez, ou un composant PaaS avec de l'Azure Web Service, par exemple. On verra bien évidemment ce que c'est. Donc là, votre VM, votre base de données SQL, hop, ici. Donc votre client se connecte sur l'interface web et l'interface Azure. Et tout ça, c'est hébergé donc en France, donc à Paris. Voilà. Donc ça, on verra les régions aussi d'Azure. Imaginons désastre. Hop. Soit un administrateur fait une mauvaise configuration et fait tomber par exemple la base de données SQL, ou tout simplement Azure n'est plus disponible sur la région France-Paris, pour X raisons. Vous avez la possibilité de faire de la réplication. C'est-à-dire qu'en gros, hop, vous allez avoir une deuxième zone ici,
qui va contenir la même chose que ce que vous avez au départ, donc votre VM, donc c'est votre site web, hein, et votre base de données SQL. Et celle-ci, par contre, n'est pas hébergée à France-Paris, mais à France Sud. Alors, c'est pas vraiment France-Paris, c'est à Paris, mais c'est France centrale, le vrai terme d'Azure. Voilà, je commence à vous introduire les régions qui existent sur Azure. Donc là, vous avez France Sud. Donc vous avez une distance de quasi plus de 500 km entre les deux data centers. Et celui-ci n'est pas impacté, évidemment, parce qu'on est sur une région géographique totalement différente. Hop, et vos clients vont être redirigés sur la deuxième machine virtuelle, le deuxième serveur SQL, sur Azure aussi, mais dans la région différente. Donc évidemment, il y aura une redirection DNS. Ici, il y aura sûrement des load balancers internes et externes de ce côté-là. Voilà, tout ça, on les verra. En tout cas, voilà ce que c'est la réplication et la tolérance aux pannes, surtout. Et là, on parle surtout de reprise d'activité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter dans la description en dessous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va parler des coûts Azure, de comment sont facturés les coûts sur le cloud.